Il existe un mystère que Jung a observé chez tous les grands communicateurs de l'histoire. De Socrate à Gandhi, du Christ au philosophe stoïcien, ce n'était pas l'éloquence qui les rendait inoubliables. Ce n'était pas le charisme conventionnel ni la rhétorique brillante. C'était quelque chose de beaucoup plus subtil et profond, quelque chose que la plupart des gens ne remarquent jamais consciemment, mais ressentent viscéralement. Jung l'a appelé l'alignement psychique, cet état rare où le conscient et l'inconscient parlent d'une seule voix. Ces hommes et ces femmes ne cherchaient pas à convaincre, ils raisonnaient. Leurs mots portaient un poids archétypal, une densité psychologique que l'âme reconnaît immédiatement. Les gens autour d'eux changeaient, non parce qu'ils avaient été persuadés par des arguments logiques, mais parce que quelque chose en eux s'était éveillé au contact de cette présence intégrée. C'est la différence entre quelqu'un qui parle de la surface de son ego et quelqu'un qui parle depuis les profondeurs de son self. Et cette différence change absolument tout. Ce que je vais te révéler dans les minutes qui viennent n'a rien à voir avec les techniques de communication qu'on t'a enseignées. Il ne s'agit pas d'apprendre à mieux argumenter, à utiliser le langage corporel approprié ou à maîtriser les pauses dramatiques. Il s'agit de comprendre la mécanique psychologique profonde qui permet à certaines âmes de transformer des civilisations entières avec leurs mots pendant que d'autres, tout aussi intelligentes et articulées, meurent dans l'obscurité et l'oubli. Jung a passé sa vie à étudier cette énigme. Et ce qu'il a découvert va transformer complètement ta façon de comprendre ce que signifie vraiment communiquer avec un autre être humain. Tu connais cette frustration viscérale, presque insupportable. Tu sais que tu as raison. Tes arguments sont impeccables, ta logique est irréprochable, tes preuves sont solides. Tu as passé des heures, peut-être des années, à affiner ta compréhension d'un sujet. Et pourtant, quand tu parles, quand tu essaies de partager cette vérité que tu vois si clairement, tes mots semblent s'évaporer dans l'air. Ils rebondissent contre une paroi invisible. Les gens hochent la tête poliment, mais tu vois dans leurs yeux qu'ils n'ont pas vraiment entendu. Ils ont capté les sons, traité les syllabes, mais le sens profond, l'essence de ce que tu tentais de transmettre, ne les a jamais atteints. C'est comme crier sous l'eau, gesticuler derrière une vitre épaisse, taper des messages que personne ne recevra jamais. Et le pire, c'est que tu ne comprends pas pourquoi. Tu t'interroges sur ton articulation, tu remets en question ton intelligence, tu te demandes si tu es simplement incapable de communiquer efficacement. Cette impuissance communicationnelle crée une solitude particulièrement douloureuse, celle de posséder des vérités profondes et de ne pas pouvoir les partager, de voir des insights transformateurs mourir dans le silence parce qu'ils ne trouvent pas le chemin vers l'âme de l'autre. Freud aurait appelé cela une forme de castration symbolique, cette impossibilité de pénétrer psychiquement l'espace mental d'autrui. Et ce qui rend cette expérience encore plus frustrante, c'est d'observer certaines personnes qui semblent posséder naturellement ce don. Elles parlent avec une simplicité désarmante. Leurs idées ne sont pas nécessairement plus sophistiquées que les tiennes. Et pourtant leurs mots créent des ondes de choc dans la conscience collective. Les gens changent après les avoir écoutés. Des convictions profondément enracinées se dissolvent. Des perspectives figées depuis des décennies s'ouvrent soudainement. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que ces êtres possèdent que tu ne possèdes pas? La réponse que Jung a découverte va probablement te choquer par sa profondeur et son éloignement de tout ce qu'on t'a enseigné sur la communication. Ce que Jung a révélé après des décennies d'observations cliniques et d'études des grands transformateurs de l'histoire, c'est que la persuasion authentique ne se produit jamais au niveau de la conscience rationnelle. Jamais. Tu peux avoir les arguments les plus brillants du monde, la logique la plus serrée, les preuves les plus accablantes, et cela ne changera fondamentalement rien si ta communication ne résonne pas au niveau profond de la psyché. Parce que les êtres humains ne sont pas des ordinateurs qu'on programme avec des données logiques. Nous sommes des créatures psychiques complexes dont la plupart des décisions, des croyances et des changements de perspective émergent des strates inconscientes de notre être.
Antonio Damasio, l'a démontré neurologiquement, les décisions humaines sont toujours enracinées dans l'affect avant d'être rationalisées par la cognition. L'amygdale de Joseph Ledoux détecte la congruence ou l'incongruence psychique de ton interlocuteur des millisecondes avant que ton cortex préfrontal ne traite le contenu sémantique de ses mots. Ce que cela signifie concrètement, c'est que quand tu communiques depuis une position de fragmentation interne, quand ta persona sociale est dissociée de ta sombra psychologique, quand ton ego conscient tente de convaincre sans que ton self profond soit aligné avec ce message, tu crées une dissonance que l'inconscient de l'autre détecte immédiatement. Et cette détection se traduit par une résistance, un rejet, une imperméabilité qui n'a rien à voir avec le contenu rationnel de ton discours. C'est pourquoi tant de communicateurs brillants échouent à véritablement toucher les âmes. Ils maîtrisent la rhétorique, le charisme superficiel, les techniques de présentation, mais tout cela reste en surface, comme des vagues qui n'atteignent jamais les profondeurs océaniques de la psyché collective. La vraie persuasion, celle qui transforme authentiquement, exige quelque chose de radicalement différent. Elle exige ce que Jung appelait l'intégration psychologique, cet état où ton conscient et ton inconscient ne sont plus en guerre l'un contre l'autre, où ta persona publique reflète véritablement ton self authentique, où les complexes et les contenus refoulés de ta sombra ont été reconnus, acceptés et intégrés dans la totalité de ton être. Seulement alors, seulement dans cet état d'intégrité psychique, ta communication acquiert une qualité magnétique particulière. Tes mots ne portent plus seulement des concepts, ils transportent une énergie psychique cohérente que l'inconscient collectif reconnaît comme authentique. Et cette reconnaissance bypasse complètement les défenses rationnelles de l'ego. C'est exactement ce que Viktor Frankl faisait dans ses sessions thérapeutiques. Il ne convainquait pas ses patients par des arguments logiques. Sa présence elle-même, son intégrité existentielle après avoir survécu au camp de concentration, créait un champ psychique où le sens pouvait s'éveiller naturellement chez l'autre. Sénèque enseignait de la même manière. Ses lettres à Lucilius ne sont pas des traités philosophiques abstraits, ce sont des transmissions d'une âme intégrée vers une autre âme en quête d'intégration. Les mots deviennent alors des véhicules de résonance plutôt que des instruments de persuasion. Et cette différence est absolument fondamentale. La persuasion manipule, la résonance éveille. La persuasion force, la résonance invite. La persuasion vient de l'ego qui veut convaincre. La résonance émane du self qui offre simplement sa vérité intégrée. Quand tu comprends cela, tu cesses immédiatement de te demander comment améliorer tes techniques de communication et tu commences à te poser la seule question qui compte vraiment. Quel est le degré d'intégration psychologique depuis lequel je parle actuellement ? Parce que c'est ce degré d'intégration qui déterminera la profondeur de ton impact, pas la sophistication de ta rhétorique. Mais voici quelque chose que même les étudiants de Jung négligent souvent. Cette intégration psychologique ne se manifeste pas seulement dans ce que tu dis, elle transparaît dans comment tu le dis, dans la texture énergétique de ta présence communicationnelle. Lisa Feldman Barrett a démontré que le cerveau humain est une machine prédictive qui évalue constamment la congruence entre les différents niveaux de communication. Ton interlocuteur ne réagit pas seulement à tes mots. Il scanne inconsciemment la cohérence entre ton langage verbal, ta posture corporelle, ton rythme respiratoire, la microtension de tes muscles faciaux, le timbre de ta voix. Et s'il détecte la moindre dissociation entre ces canaux, si ton discours conscient dit une chose pendant que ton corps inconscient en révèle une autre, son système nerveux active immédiatement des protocoles de méfiance. Stephen Porges l'explique magnifiquement à travers sa théorie polyvagale. Notre système nerveux autonome est constamment à l'affût de signaux de sécurité ou de danger dans notre environnement social. Et un communicateur fragmenté,
quelqu'un dont la persona ne correspond pas au self, quelqu'un qui tente de projeter une image qui ne reflète pas sa réalité psychique intérieure, déclenche des alarmes subtiles dans le système nerveux vagal de son audience. Ce n'est pas conscient, personne ne pense explicitement cet homme ou cette femme est dissocié psychologiquement, mais le corps sait, l'inconscient sait, et il se ferme, il érige des barrières, il active des résistances. C'est pour cela que tu peux avoir toutes les bonnes intentions du monde, être absolument sincère dans ton désir d'aider ou d'éclairer, et néanmoins échouer à créer une véritable connexion si tu n'as pas fait le travail d'intégration intérieure nécessaire. Ce travail d'intégration commence invariablement par la confrontation avec ta sombra. Jung était catégorique sur ce point. Tu ne peux pas communiquer avec intégrité psychologique tant que tu refuses de reconnaître et d'intégrer les aspects de toi-même que ton ego préfère nier. Chaque fois que tu projettes sur l'autre les qualités que tu refuses de voir en toi, chaque fois que tu juges avec véhémence chez autrui ce que tu réprimes en toi-même, chaque fois que ta persona polie cache des ressentiments ou des désirs refoulés, cette fragmentation contamine ta communication. Tes mots deviennent des instruments de défense plutôt que des véhicules de vérité. Ta rhétorique sert alors à protéger ton ego fragile plutôt qu'à illuminer la conscience collective. Et les gens le sentent. Ils ne peuvent peut-être pas l'articuler, mais ils le sentent viscéralement. Adler ajouterait ici quelque chose de crucial. Le complexe d'infériorité, ce sentiment d'inadéquation fondamentale que tant d'entre nous portent depuis l'enfance, crée un besoin pathologique de prouver notre valeur à travers nos paroles. Nous ne communiquons plus pour partager une vérité ou pour faciliter la compréhension mutuelle, nous communiquons pour démontrer notre intelligence, pour établir notre supériorité intellectuelle, pour compenser ce manque intérieur que nous avons si peur que l'autre découvre. Et cette motivation inconsciente transforme la communication en compétition, en performance anxieuse, en démonstration défensive. Daniel Siegel dirait que ce mode de communication révèle un manque d'intégration neuronale entre les différentes régions de ton cerveau. Ton cortex préfrontal rationnel tente de contrôler le discours pendant que ton système limbique émotionnel envoie des signaux de peur ou d'inadéquation. Cette dissociation interne crée une qualité de présence fragmentée que le cerveau social de Matthew Lieberman détecte instantanément. C'est comme essayer de jouer une symphonie avec un orchestre dont les musiciens ne s'écoutent pas les uns les autres. Le résultat est cacophonique, même si chaque instrument pris individuellement joue correctement ses notes. Maintenant, observe la qualité communicationnelle de ceux qui ont fait le travail d'intégration psychologique profonde. Il y a une présence particulière, une densité énergétique qui émane d'eux-mêmes dans le silence. Quand ils parlent, leurs mots semblent chargés d'un poids existentiel qui va bien au-delà de leur signification littérale. Ce n'est pas du charisme au sens superficiel du terme, ce n'est pas une performance ou une projection d'images soigneusement construite. C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental. C'est la manifestation d'un self-individuated qui s'exprime sans filtre défensif, sans besoin de prouver quoi que ce soit, sans agenda caché de manipulation ou de contrôle. Jung observait cela constamment chez les rares individus qui avaient véritablement avancé dans leur processus d'individuation. Leur simple présence avait un effet thérapeutique sur ceux qui les entouraient. Ils n'avaient pas besoin de techniques persuasives, élaborées, parce que leur intégrité psychologique créait naturellement un espace où la conscience de l'autre pouvait s'épanouir. C'est ce que Frankl appelait l'effet catalytique de la présence authentique. Un être humain qui a trouvé du sens dans sa propre souffrance, qui a intégré ses traumatismes plutôt que de les refouler, qui a fait la paix avec ses contradictions intérieures. Cet être devient automatiquement un phare pour ceux qui naviguent encore dans l'obscurité existentielle. Il n'a pas besoin de convaincre personne de quoi que ce soit. Sa seule existence prouve la possibilité de la transformation. Et cette preuve vivante touche les âmes à un niveau que 1000 arguments logiques ne pourront jamais atteindre. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans cette mécanique communicationnelle que Jung a révélée
et que la plupart des gens ne saisissent jamais vraiment. Les mots eux-mêmes, le contenu sémantique de ce que tu dis, ne constituent qu'une infime partie de ce qui est véritablement communiqué dans une interaction humaine authentique. Ce qui se transmet réellement, ce qui touche vraiment l'autre et catalyse potentiellement sa transformation, c'est le champ psychique que tu émanes, la qualité de conscience depuis laquelle tu t'exprimes, la profondeur existentielle que ton être entier incarne. Jung parlait souvent de ce phénomène en termes d'inconscient à inconscient. Quand deux personnes interagissent, leurs inconscients communiquent directement, échangeant des informations à des niveaux qui échappent complètement à la conscience de l'ego. Ton inconscient détecte l'état psychique de l'autre, ses complexes activés, ses résistances défensives, ses potentialités latentes. Et simultanément, l'inconscient de l'autre scanne ton paysage psychique intérieur, évalue ton degré d'intégration, ressent tes zones d'ombre non intégrées, perçoit l'authenticité ou l'inauthenticité de ta présence. Cette communication infraverbale se produit à chaque instant de chaque interaction, que tu en sois conscient ou non. Richard Davidson a documenté neurologiquement ces phénomènes de synchronisation cérébrale. Quand deux personnes entrent dans une véritable connexion communicationnelle, leurs activités neuronales commencent littéralement à s'aligner. Leur rythme respiratoire se synchronise. Leur système nerveux autonome entre en résonance. C'est comme si leur cerveau formait temporairement un seul système intégré de traitement de l'information. Et cette synchronisation ne peut se produire que si au moins l'une des deux personnes est dans un état d'intégration psychologique suffisant pour créer un champ de cohérence auquel l'autre peut se connecter. Voilà pourquoi les techniques de communication superficielle échouent si lamentablement à créer une transformation authentique. Tu peux apprendre à maintenir le contact visuel, à utiliser des gestes ouverts, à moduler ta voix, à structurer tes arguments selon les principes de la rhétorique aristotélicienne. Tout cela peut améliorer marginalement ton efficacité communicationnelle au niveau de surface. Mais si ton état intérieur reste fragmenté, si tu n'as pas fait le travail d'intégration de ta sombra, si ton ego et ton self ne sont pas alignés, si tes complexes inconscients sabotent constamment ta présence consciente, alors toutes ces techniques ne sont que du maquillage sur une structure psychique fissurée. L'inconscient de l'autre verra à travers ces artifices aussi facilement qu'on voit à travers une vitre propre. Ce que les neurosciences de Lisa Feldman Barrett confirment magnifiquement, c'est que notre cerveau ne traite pas les informations sociales de manière linéaire et analytique. Il construit des prédictions basées sur des patterns d'expérience antérieure. Et l'un des patterns les plus fondamentaux que nous avons tous internalisés depuis la petite enfance, c'est la reconnaissance de la congruence ou de l'incongruence entre l'expression consciente et l'état intérieur d'une personne. Les bébés développent cette capacité extrêmement tôt. Ils savent instantanément si leur mère est véritablement présente ou si elle est physiquement là, mais psychiquement absente. Cette sensibilité primitive à l'authenticité ne disparaît jamais. Elle devient simplement moins consciente à mesure que nous développons des couches sophistiquées de cognition sociale. Mais elle reste active, scannant continuellement l'authenticité de nos interlocuteurs, créant des sensations viscérales de confiance ou de méfiance, d'ouverture ou de fermeture, bien avant que notre esprit rationnel ne formule un jugement explicite. C'est ici que la compréhension jungienne des archétypes devient absolument cruciale pour saisir la mécanique de la communication persuasive authentique. Parce que ce qui résonne le plus profondément dans la psyché humaine, ce qui bypasse les défenses rationnelles de l'ego et touche directement l'âme, ce ne sont pas les arguments logiques ou les données empiriques. Ce sont les images archétypales, les symboles universels, les métaphores existentielles qui parlent la langue de l'inconscient collectif. Jung a découvert que certaines images, certaines histoires, certains patterns narratifs se retrouvent dans toutes les cultures humaines à travers tous les temps. Ces archétypes, comme il les appelait, constituent la structure profonde de la psyché collective. Ils sont les formes a priori à travers lesquelles nous organisons notre expérience du monde et de nous-mêmes.
Et quand quelqu'un communique à travers ces formes archétypales, quand il exprime sa vérité à travers des symboles qui résonnent avec ses structures profondes, son message acquiert une puissance qui transcende complètement la logique rationnelle. Pense à la manière dont Jésus enseignait. Des paraboles simples, des images de la vie quotidienne, des histoires qui semblent presque enfantines en surface. Et pourtant, 2000 ans plus tard, ces histoires continuent de transformer des vies parce qu'elles touchent des vérités archétypales qui sont éternellement vraies dans la psyché humaine. Le fils prodigue, le bon samaritain, la graine de moutarde, toutes ces images parlent directement à l'inconscient collectif d'une manière que des traités théologiques complexes ne pourront jamais égaler. Bouddha faisait exactement la même chose. Ses enseignements les plus profonds étaient souvent transmis à travers des métaphores naturelles simples, mais d'une densité symbolique extraordinaire. La fleur de lotus qui pousse dans la boue, le radeau qu'on abandonne après avoir traversé la rivière, la lune reflétée dans l'eau. Ces images portent des couches infinies de signification parce qu'elles se connectent aux archétypes universels de transformation, de transcendance, d'illusion et de réalité. Jean-Pierre Changeux, dans ses recherches sur la neurobiologie de la conscience, a montré que notre cerveau traite les symboles et les métaphores de manière radicalement différente des concepts abstraits. Les symboles activent simultanément de multiples réseaux neuronaux, créant des connexions entre les centres émotionnels, les zones de mémoire autobiographique, les systèmes de signification et les régions responsables de l'imagination sensorielle. Une seule image archétypale bien choisie peut déclencher une cascade d'activation neuronale qui intègre cognition, émotion, mémoire et imagination en une expérience unifiée de compréhension. C'est pourquoi un poème de Rumi ou un koan zen peut produire un insight transformateur instantané, là où des heures d'explication rationnelle échouent complètement. Stanislas Dehaene explique que la conscience elle-même fonctionne selon un principe de capture attentionnelle. Nous ne pouvons être pleinement conscients que d'une infime fraction de toute l'information que notre cerveau traite à chaque instant. Ce qui capture notre attention consciente, ce qui émerge du bruit de fond cognitif pour devenir un objet de conscience claire, ce sont les patterns qui résonnent avec nos structures de signification existantes ou qui créent une dissonance suffisamment intéressante pour exiger résolution. Les archétypes, précisément parce qu'ils correspondent aux structures profondes de la psyché, capturent l'attention consciente avec une facilité et une force incomparables. Quand quelqu'un communique à travers le langage archétypal, il ne lutte pas pour obtenir l'attention de son audience. Son message résonne naturellement avec les fréquences profondes de la psyché collective. Et cette résonance génère spontanément l'attention, l'ouverture, la réceptivité. C'est comme la différence entre frapper violemment sur une porte fermée et trouver la clé qui l'ouvre sans effort. Mais voici quelque chose que même ceux qui comprennent l'importance des archétypes négligent souvent. Tu ne peux pas utiliser le langage symbolique de manière manipulatrice ou calculée. L'inconscient collectif détecte instantanément quand quelqu'un emploie des symboles comme des outils de manipulation plutôt que comme des expressions authentiques de vérité intérieure. C'est la différence fondamentale entre un charlatan qui utilise des images spirituelles pour séduire et contrôler et un véritable sage dont les mots émergent naturellement sous forme symbolique parce que c'est la langue maternelle de son âme individuated. Jung insistait constamment sur ce point dans sa pratique thérapeutique. Quand un patient rêvait de symboles archétypaux puissants, le serpent, la montagne, l'océan, la mort et la renaissance, Jung ne tentait jamais d'imposer une interprétation préfabriquée. Il invitait le patient à s'asseoir avec le symbole, à le contempler, à permettre que sa signification émerge organiquement depuis les profondeurs de la psyché individuelle. Parce que les archétypes ne sont pas des signes avec une signification fixe et universelle. Ce sont des formes vivantes qui s'adaptent et se manifestent différemment selon le contexte psychique particulier de chaque individu. Quand tu communiques à travers des symboles, tu n'imposes pas une signification.
Tu offres une forme à travers laquelle l'autre peut découvrir sa propre vérité. C'est une invitation à la co-création de sens plutôt qu'une transmission unidirectionnelle d'informations. Et cette différence change absolument tout dans la dynamique communicationnelle. Tu n'es plus dans une position de pouvoir où tu sais et l'autre ignore. Tu deviens un facilitateur d'un processus de découverte mutuelle où les symboles que tu proposes deviennent des miroirs dans lesquels l'autre peut contempler ses propres profondeurs psychiques. Les maîtres stoïciens comprenaient intuitivement cette mécanique. Quand Marc Aurèle écrivait ses méditations, il utilisait constamment des métaphores tirées de la nature, du cosmos, du flux des rivières, du cycle des saisons. Il ne développait pas des systèmes philosophiques abstraits. Il offrait des images vivantes à travers lesquelles le lecteur pouvait expérimenter directement les vérités existentielles du stoïcisme. Cette approche permettait à ses enseignements de transcender les limitations culturelles et temporelles. Les images qu'il proposait parlaient directement à la psyché humaine universelle, créant des ponts entre sa sagesse personnelle hard-won et la quête intérieure de ceux qui le liraient des siècles plus tard. Sénèque faisait exactement pareil dans ses lettres à Lucilius. Ses conseils philosophiques les plus profonds étaient toujours ancrés dans des métaphores concrètes, des exemples sensoriels, des images qui permettaient à son élève de sentir la vérité plutôt que de simplement la comprendre intellectuellement. Parce qu'il savait que la transformation authentique ne se produit jamais au niveau de la compréhension conceptuelle seule. Elle exige un shift viscéral, une réorganisation de tout l'être, et ce type de changement ne peut être déclenché que par une communication qui touche simultanément l'intellect, l'émotion, l'imagination et l'intuition. C'est exactement ce que le langage symbolique accomplit quand il est utilisé avec intégrité psychologique. Il crée une expérience multidimensionnelle de signification qui engage la totalité de la psyché plutôt que juste la surface rationnelle de l'ego. Camus, même dans son exploration philosophique de l'absurde, revenait constamment à l'image fondamentale de Sisyphe poussant son rocher. Cette métaphore simple portait toute la complexité de sa philosophie existentielle d'une manière que des pages d'argumentation abstraite n'auraient jamais pu égaler. L'image résonne parce qu'elle touche quelque chose que nous connaissons tous viscéralement, la futilité apparente de l'existence, l'effort répété face à l'impossibilité, et pourtant la dignité étrange qui émerge de cet engagement total malgré l'absurdité fondamentale de la condition humaine. Maintenant, il faut comprendre quelque chose d'absolument crucial sur cette communication authentique et intégrée. Elle n'est jamais unidirectionnelle. La persuasion superficielle est unidirectionnelle. Quelqu'un qui sait tente de convaincre quelqu'un qui ignore. Mais la communication transformatrice que Jung décrivait est toujours un processus mutuel, un dialogue profond où les deux psychés s'influencent et se transforment réciproquement. C'est ce que Jung appelait le phénomène de transfert et contre-transfert, bien qu'il l'ait compris d'une manière beaucoup plus profonde que Freud ne l'avait initialement conceptualisé. Dans toute rencontre authentique entre deux êtres humains, il y a un échange énergétique psychique qui va bien au-delà des mots échangés. Ton inconscient affecte l'inconscient de l'autre et simultanément, l'inconscient de l'autre affecte le tien. Si tu n'es pas conscient de cette dynamique, si tu crois naïvement que tu peux simplement projeter ton message sans être toi-même transformé par la réception de l'autre, alors tu manques complètement la nature profondément relationnelle de toute communication authentique. Les vrais maîtres communicateurs ne sont jamais rigides dans leur message. Ils écoutent avec autant d'intensité qu'ils parlent. Ils permettent que leurs mots soient façonnés par la présence psychique de leur interlocuteur. Ils sont suffisamment intégrés pour ne pas avoir besoin de défendre rigidement une position fixe, ce qui leur permet d'être fluides, adaptatifs, réceptifs aux nuances uniques de chaque rencontre. Daniel Siegel appelle cela la résonance intercérébrale. Les cerveaux humains sont fondamentalement sociaux, conçus pour se synchroniser et se co-réguler mutuellement. Quand tu entres dans une véritable connexion avec quelqu'un,
Vos systèmes nerveux commencent littéralement à danser ensemble, s'influençant réciproquement dans une chorégraphie neurobiologique complexe. Et cette danse ne peut se produire que si tu es suffisamment présent, suffisamment intégré, suffisamment dégagé de tes propres défenses égotiques pour permettre cette vulnérabilité relationnelle. C'est ici que nous touchons peut-être l'aspect le plus profond et le moins compris de la communication persuasive authentique. La vraie influence ne vient jamais d'un effort conscient pour convaincre. Elle émerge naturellement d'un état d'être particulier que Jung appelait la réalisation du self. Quand tu as fait le travail d'individuation, quand tu as intégré ta sombra, résolu tes complexes majeurs, aligné ton ego avec ton self profond, alors ta simple présence devient thérapeutique pour ceux qui t'entourent. Tu n'as plus besoin de techniques persuasives parce que tu incarnes une possibilité que l'inconscient de l'autre reconnaît immédiatement comme désirable. Tu deviens une preuve vivante que l'intégration psychologique est possible, que la transformation authentique n'est pas juste un concept abstrait, mais une réalité incarnée. Et cette preuve communique à un niveau qui transcende complètement le langage verbal. C'est ce que Frankl démontrait dans ses sessions de logothérapie. Il ne convainquait pas ses patients intellectuellement que la vie avait un sens. Sa propre existence, le fait qu'il avait survécu à Auschwitz et trouvé néanmoins du sens dans cette souffrance extrême, créait un champ existentiel où ses patients pouvaient découvrir leur propre sens. Il n'avait pas besoin d'argumenter. Son intégrité existentielle faisait tout le travail. Boris Cyrulnik décrit un phénomène similaire dans ses recherches sur la résilience. Les individus qui ont transformé leur traumatisme en sagesse, qui ont métabolisé leur souffrance en compassion profonde, ces êtres possèdent une qualité de présence qui facilite automatiquement la résilience chez les autres. Ils n'ont pas besoin d'enseigner la résilience de manière didactique. Leur simple existence prouve que c'est possible. Et cette preuve silencieuse est infiniment plus persuasive que 1000 discours motivationnels. Lequel de ces principes résonne le plus profondément en toi? Partage ta réflexion en commentaire, j'aimerais connaître ton expérience parce que chaque parcours d'intégration psychologique est unique et ta perspective pourrait illuminer quelque chose pour d'autres qui cheminent sur cette voie. Maintenant, il y a un aspect de cette communication authentique que nous devons explorer en profondeur, quelque chose que nos cultures modernes ont presque complètement oublié, mais que les traditions anciennes de sagesse comprenaient parfaitement. La dimension de l'écoute profonde. Parce que voici ce que Jung a réalisé progressivement au cours de sa pratique clinique, et ce qui constitue peut-être sa contribution la plus radicale à notre compréhension de la communication humaine. La capacité d'influencer authentiquement quelqu'un est directement proportionnelle à ta capacité de vraiment l'écouter. Pas l'écoute superficielle où tu attends simplement ton tour pour parler, pas l'écoute stratégique où tu cherches des failles dans l'argumentation de l'autre pour mieux contre-attaquer. L'écoute profonde, contemplative, thérapeutique, où tu crées un espace psychique suffisamment vaste et accueillant pour que l'inconscient de l'autre puisse s'exprimer sans défense. Cette forme d'écoute est extrêmement rare, parce qu'elle exige un degré d'intégration psychologique que peu de gens possèdent. Pour écouter vraiment, tu dois être capable de suspendre temporairement tes propres complexes, tes propres projections, tes propres besoins égotiques d'avoir raison ou d'être admiré. Tu dois créer ce que Freud appelait l'attention flottante, cet état de réceptivité totale, où tu es présent à tout ce qui émerge sans essayer de le filtrer à travers tes préconceptions ou de le diriger vers tes propres conclusions préétablies. C'est incroyablement difficile. Notre ego veut constamment interpréter, juger, catégoriser, contrôler. Il est profondément inconfortable avec l'ouverture non défensive que l'écoute authentique requiert. Mais c'est précisément dans cet espace d'écoute profonde que la vraie transformation communicationnelle devient possible. Parce que voici ce qui se produit quand quelqu'un se sent véritablement écouté pour peut-être la première fois de sa vie. Ces défenses psychologiques commencent naturellement à se dissoudre. Les layers protecteurs de sa persona se relâchent.
Il commence à accéder et à exprimer des contenus psychiques plus profonds, des vérités qu'il avait peut-être même cachées à lui-même. Et dans ce processus d'expression authentique facilité par ton écoute intégrée, il commence souvent à se transformer sans que tu aies besoin de dire quoi que ce soit. C'est le paradoxe magnifique de la communication thérapeutique que Jung a découvert. Souvent, la chose la plus transformatrice que tu peux faire pour quelqu'un n'est pas de lui dire quoi penser ou comment vivre, mais simplement de créer un espace où il peut entendre sa propre voix profonde pour la première fois. Ton écoute devient un miroir psychique dans lequel l'autre peut contempler sa propre psyché avec une clarté nouvelle. Matthew Lieberman a documenté neurologiquement ce phénomène fascinant. Quand quelqu'un se sent véritablement écouté et compris, son cerveau social entre dans un état particulier de résonance qui facilite l'intégration neuronale. Les régions du cerveau responsables de la mentalisation, de l'empathie, de la régulation émotionnelle et de l'autoréflexion s'activent de manière coordonnée. C'est comme si l'écoute authentique d'un autre créait les conditions neurologiques optimales pour que la personne puisse s'écouter elle-même plus profondément. Stephen Porges dirait que cette écoute profonde active le système vagal ventral, créant un état de sécurité sociale qui permet à tout le système nerveux de sortir de ses modes défensifs de combat-fuite ou de figement, et d'entrer dans un état de connexion sociale et d'ouverture exploratoire. Dans cet état, les gens deviennent naturellement plus réceptifs, plus flexibles dans leurs pensées, plus capables d'intégrer de nouvelles perspectives sans se sentir menacés. C'est exactement ce que les maîtres zen faisaient avec leurs étudiants. Le silence profond, la présence totalement réceptive du maître créait un espace où l'étudiant pouvait faire l'expérience directe de sa propre nature de Bouddha. Le maître n'avait pas besoin de convaincre l'étudiant de quoi que ce soit. Son écoute silencieuse et intégrée était elle-même l'enseignement le plus profond. Carl Rogers a redécouvert cette vérité ancienne dans le contexte de la psychologie moderne, avec son concept d'écoute empathique inconditionnelle. Il a démontré empiriquement que les thérapeutes les plus efficaces n'étaient pas nécessairement ceux qui avaient les interprétations les plus brillantes ou les interventions les plus sophistiquées. C'étaient ceux qui savaient créer un champ de présence acceptante où le client se sentait suffisamment en sécurité pour explorer ses propres profondeurs psychiques. Et cette découverte s'applique bien au-delà du contexte thérapeutique. Dans toute communication humaine, ta capacité d'influencer authentiquement l'autre est fondée sur ta capacité de d'abord vraiment le comprendre, pas intellectuellement, pas stratégiquement, mais existentiellement. Comprendre la structure unique de sa psyché, les complexes qui façonnent sa perception, les blessures qui informent ses défenses, les aspirations profondes qui motivent ses actions superficielles. Adler insistait constamment sur l'importance de comprendre le style de vie de l'individu, ce pattern comportemental et perceptuel unique qui s'est formé dans l'enfance et qui organise toute son expérience du monde. Sans cette compréhension profonde, toutes tes tentatives de persuasion resteront superficielles parce qu'elles ne toucheront pas la structure psychique réelle de la personne devant toi. Mais voici quelque chose d'absolument crucial que même les thérapeutes expérimentés oublient parfois. Cette écoute profonde n'est pas une technique que tu peux simuler. L'inconscient de l'autre détectera immédiatement si tu es véritablement présent ou si tu fais semblant d'écouter tout en préparant mentalement ta prochaine intervention brillante. Lisa Feldman Barrett explique que notre cerveau est constamment en train de construire des prédictions sur les états intérieurs des autres, basées sur des micro-signaux comportementaux incroyablement subtils. La dilatation de tes pupilles, le rythme de ta respiration, la tension microscopique de tes muscles faciaux, tous ces signaux communiquent ton état d'attention réel bien plus honnêtement que n'importe quel comportement consciemment contrôlé. Si tu n'es pas vraiment présent, si ton mental vagabonde pendant que l'autre parle, si tu es plus intéressé par ta propre réponse que par sa révélation, il le sentira au niveau viscéral, même s'il ne peut pas consciemment l'articuler. Et ce sentiment créera une fermeture, une réticence, une distance qui sabote toute possibilité de communication transformatrice.
C'est pour cela que l'écoute authentique exige le même travail d'intégration psychologique que la parole authentique. Tu ne peux pas vraiment écouter si ton ego est constamment en mode défensif, si tes complexes non résolus sont activés par ce que l'autre partage, si ta son bras projette ses contenus refoulés sur l'autre. L'écoute profonde requiert une capacité de présence non réactive, qui ne peut émerger que d'un self relativement intégré. Richard Davidson a montré que les pratiquants méditatifs avancés, ceux qui ont cultivé pendant des années la capacité d'observer leurs processus mentaux sans s'identifier à eux, développent une qualité de présence qui se manifeste neurologiquement par une activité accrue dans les régions cérébrales associées à l'attention soutenue et à la régulation émotionnelle, et une activité diminuée dans les régions associées à la rumination égocentrique et à la défensivité. Cette capacité de présence non réactive transforme complètement la dynamique communicationnelle, parce que quand l'autre sent que tu peux entendre même ses vérités les plus difficiles, même ses contradictions les plus embarrassantes, même ses aspects les plus sombres, sans jugement, sans rejet, sans tentative de le corriger immédiatement, quelque chose de profond se relâche en lui. Il peut commencer à s'avouer à lui-même des vérités qu'il avait réprimées, à reconnaître des patterns qu'il avait niés, à contempler des possibilités qu'il avait rejetées par peur. Et c'est dans ce processus d'auto-révélation facilité par ton écoute intégrée que la vraie transformation commence. Tu n'as pas eu besoin de le convaincre de quoi que ce soit. Tu as simplement créé un espace psychique où il pouvait se convaincre lui-même, où sa propre sagesse intérieure pouvait émerger et être entendue pour la première fois. C'est ce que Socrate faisait avec sa maïeutique. Il ne transmettait pas des connaissances, il accouchait la sagesse déjà présente, mais non reconnue dans la psyché de son interlocuteur. Et il pouvait faire cela parce que sa présence philosophique, son intégration existentielle, créait un espace où la vérité pouvait naître naturellement. Les maîtres soufis utilisaient la même approche. Rumi écrivait que le vrai enseignant ne remplit pas la coupe de l'étudiant, il aide l'étudiant à réaliser que sa coupe a toujours été pleine. Cette métaphore capture parfaitement la mécanique de la communication transformatrice authentique. Tu n'imposes pas une vérité externe. Tu facilites la reconnaissance d'une vérité intérieure déjà présente, mais obscurcie par les layers de conditionnement, de trauma, de projection défensive. Et cette facilitation se produit principalement à travers la qualité de ta présence et de ton écoute, plutôt que par la brillance de tes arguments. Maintenant, nous devons aborder quelque chose que Jung considérait comme absolument central, mais que la plupart des approches modernes de la communication ignorent complètement, la dimension de ce qu'il appelait la fonction transcendante. Dans toute communication authentique entre deux personnes qui sont véritablement ouvertes l'une à l'autre, il émerge quelque chose qui transcende les deux psychés individuelles. Ce n'est pas juste la somme de deux perspectives, c'est l'émergence d'une troisième possibilité qui n'existait dans aucune des deux psychés avant leur rencontre. Jung observait ce phénomène constamment dans ses sessions thérapeutiques. Quand il pouvait créer avec un patient un champ de dialogue authentique, un espace où les deux inconscients communiquaient librement, sans défense excessive, il se produisait souvent une insight, une révélation, une compréhension nouvelle qui surprenait les deux participants. Ce n'était pas quelque chose que Jung avait planifié de transmettre ou que le patient avait consciemment cherché. C'était une émergence spontanée de la fonction transcendante de la psyché, cette capacité mystérieuse qu'ont les contenus conscients et inconscients de se synthétiser en quelque chose de complètement nouveau quand les conditions sont propices. C'est peut-être l'aspect le plus profond et le plus mystérieux de la communication humaine authentique. Elle n'est pas juste un échange d'informations préexistantes, elle est potentiellement un processus créatif où de nouvelles vérités, de nouvelles compréhensions, de nouvelles possibilités peuvent naître dans l'espace entre deux psychés ouvertes. Mais cette créativité relationnelle ne peut se manifester que si les deux participants sont suffisamment intégrés pour tolérer l'inconnu, pour résister à la tentation de contrôler le processus, pour rester présents dans l'incertitude de ne pas savoir où la conversation les mènera.
Stanislas Dehaene décrirait ce phénomène en termes de l'espace global de travail neuronal qui peut temporairement s'étendre pour inclure deux cerveaux en interaction profonde. Quand deux personnes entrent dans un véritable dialogue, leurs espaces de conscience individuelle peuvent, dans certaines conditions, fusionner partiellement pour créer un champ de cognition étendu où des insights émergent qui ne pourraient pas se produire dans un cerveau isolé. C'est fascinant neurologiquement et cela correspond exactement à ce que Jung décrivait phénoménologiquement. La communication devient alors un acte de co-création existentielle où les deux participants sont transformés par le processus, où aucun des deux ne sort de l'interaction comme il y est entré. C'est cette qualité transformatrice mutuelle qui distingue absolument la communication authentique de la persuasion manipulatrice. Le manipulateur veut changer l'autre tout en restant lui-même inchangé. Il veut contrôler, façonner, diriger la psyché de l'autre selon son propre agenda. Cette asymétrie fondamentale crée toujours une résistance, même si elle n'est pas consciemment reconnue. L'inconscient de la personne manipulée sent qu'elle est traitée comme un objet à contrôler plutôt que comme un sujet avec qui co-créer, et cette sensation active immédiatement des défenses psychologiques. En revanche, dans la communication authentique au sens jungien, les deux participants entrent dans la rencontre avec une ouverture à être transformés eux-mêmes. Ils ne savent pas d'avance où le dialogue les mènera. Ils sont disposés à remettre en question leurs propres certitudes, à intégrer de nouvelles perspectives, à évoluer en réponse à la présence de l'autre. Et cette vulnérabilité mutuelle crée un espace de confiance où la vraie transformation devient possible pour les deux. Combien de ces patterns as-tu reconnus dans ta propre psyché? Écris ton nombre en commentaire. C'est important de prendre conscience de où tu te situes actuellement dans ce processus d'intégration communicationnelle. Parce que cette prise de conscience elle-même est le premier pas vers la transformation. Maintenant, nous devons aborder directement les obstacles intérieurs qui empêchent cette communication authentique. Parce que même si tu comprends intellectuellement tout ce que nous avons exploré jusqu'ici, même si tu reconnais la vérité de ces principes jungiens, il existe des blocages psychologiques profonds qui sabotent constamment nos tentatives de communiquer depuis cet espace d'intégrité. Et Jung était absolument clair sur ce point. Tu ne peux pas transcender ces obstacles par un simple effort de volonté consciente. Ils doivent être reconnus, compris dans leur fonction défensive et intégrés progressivement à travers un travail psychologique profond et souvent difficile. Le premier, et peut-être le plus fondamental de ces obstacles, est ce que Freud appelait la projection. Nous projetons constamment sur les autres les aspects de nous-mêmes que nous n'avons pas intégrés. Si tu n'as pas reconnu et accepté ta propre agressivité, tu la verras partout chez les autres. Si tu réprimes ta propre vulnérabilité, tu jugeras avec mépris la sensibilité des autres. Si tu nies tes propres désirs de pouvoir, tu seras hypersensible aux moindres signes de domination chez autrui. Et ces projections contaminent complètement ta capacité de communiquer authentiquement. Parce que tu ne réponds plus à la personne réelle devant toi, tu réponds à ton propre contenu psychique non intégré que tu as projeté sur elle. Elle devient un écran sur lequel tu projettes ton film intérieur. Et toute ta communication est alors une tentative inconsciente de gérer tes propres conflits intérieurs plutôt qu'une rencontre authentique avec l'altérité de l'autre. Jung allait encore plus loin en parlant de la sombra, cet ensemble de qualités, d'impulsions, de potentialités que notre ego conscient a rejeté comme inacceptables et refoulées dans l'inconscient. La sombra contient non seulement nos aspects négatifs refoulés, mais aussi des qualités positives que nous n'avons jamais osé développer par peur, par conformité sociale, par loyauté à des identifications précoces. Et tant que ces contenus restent dans l'ombre, non reconnus et non intégrés, ils sabotent subtilement toutes nos interactions. Ils créent des angles morts dans notre perception, des zones de non-conscience où nous sommes incapables de voir ce qui est réellement là, parce que cela activerait des aspects refoulés de nous-mêmes. Ils génèrent aussi ce que Jung appelait la possession par la sombra,
Ces moments où nous agissons soudainement d'une manière qui nous surprend nous-mêmes, où des mots sortent de notre bouche que nous ne voulions pas dire, où nous réagissons avec une intensité émotionnelle disproportionnée parce qu'un complexe inconscient a été touché. Ces moments révèlent que nous ne sommes pas aussi intégrés que nous le croyons, que des parties de notre psyché opèrent de manière autonome, en dehors du contrôle de notre ego conscient. Et ces parties dissociées communiquent aussi, souvent en contradiction directe avec ce que notre ego conscient tente de transmettre. C'est pourquoi quelqu'un peut dire toutes les bonnes choses, utiliser tous les bons mots, maintenir tous les bons comportements externes, et néanmoins créer une sensation de malaise chez les autres. Leur son bras non intégré communique à travers des micro-signaux, des incongruences subtiles, des tensions énergétiques que l'inconscient de l'autre capte même si son ego conscient ne peut pas l'articuler clairement. Adler nous rappelle un autre obstacle majeur, le complexe d'infériorité et sa compensation névrotique, quand nous portons un sentiment profond d'inadéquation, d'insuffisance, de non-valeur. Ce sentiment inconscient colore toutes nos communications. Nous développons ce qu'Adler appelait une lutte pour la supériorité, un besoin compulsif de prouver notre valeur, de démontrer notre intelligence, de dominer intellectuellement ou moralement les autres. Et cette lutte transforme la communication en compétition. Nous n'écoutons plus vraiment parce que nous sommes trop occupés à préparer notre prochaine réplique brillante. Nous ne cherchons plus la vérité collaborative, nous défendons notre territoire égotique. Nous ne pouvons pas tolérer d'être corrigés ou remis en question parce que cela active notre blessure d'infériorité sous-jacente. Cette dynamique crée une rigidité communicationnelle qui rend impossible toute véritable rencontre. L'autre sent, même s'il ne peut pas le nommer, qu'il n'est pas vraiment vu comme un être humain égal, mais comme une menace potentielle à notre fragile estime de soi ou comme un miroir dans lequel nous espérons voir notre propre grandeur reflétée. Et cette instrumentalisation subtile de l'autre détruit toute possibilité de dialogue authentique. Joseph Ledoux nous aide à comprendre la neurobiologie de ces blocages. L'amygdale, cette structure ancienne au cœur de notre cerveau émotionnel, est constamment à l'affût de menaces. Et dans le contexte social, une menace peut être aussi subtile qu'un regard qui semble désapprobateur, un ton de voix qui évoque un souvenir douloureux, un mot qui résonne avec un trauma passé. Quand l'amygdale détecte une menace, même fausse, elle active immédiatement des protocoles défensifs qui court-circuitent nos capacités cognitives supérieures. Le cortex préfrontal, responsable de la pensée nuancée, de l'empathie, de la régulation émotionnelle, est partiellement déconnecté. Nous entrons dans un mode de réactivité où nous ne pouvons plus vraiment entendre ou comprendre l'autre. Nous sommes en mode survie. Et en mode survie, la communication authentique est neurobiologiquement impossible. Stephen Porges ajoute une dimension supplémentaire cruciale avec sa théorie polyvagale. Notre système nerveux autonome a 3 états principaux. Le système vagal ventral, associé à la connexion sociale et à la sécurité, le système sympathique, associé à la mobilisation et à la défense active, et le système vagal dorsal, associé à l'immobilisation et au figement. Chacun de ces états crée une qualité de présence complètement différente et génère des patterns communicationnels radicalement différents. Quand ton système nerveux est dans un état de connexion sociale sécurisé, tu peux être ouvert, curieux, empathique, réceptif. Ta communication est fluide, nuancée, adaptative. Mais quand tu bascules dans un état défensif, soit par hyperactivation sympathique, soit par hypoactivation dorsale, ta communication devient rigide, défensive, soit agressive, soit évitante. Et le plus important, ces états nerveux sont contagieux. Si tu es dans un état défensif, ton système nerveux envoie des signaux qui activent les systèmes défensifs des autres. C'est une cascade neurobiologique qui peut transformer rapidement une conversation en confrontation ou en retrait mutuel. La seule façon de sortir de cette cascade est de revenir toi-même à un état de régulation ventrale, de créer suffisamment de sécurité interne
pour que ton système nerveux puisse se détendre et signaler sécurité plutôt que danger. Mais cela requiert une capacité de régulation émotionnelle qui ne peut se développer que par un travail psychologique profond et soutenu. Lisa Feldman Barrett nous révèle quelque chose de fascinant sur la construction des émotions qui a des implications profondes pour comprendre ces blocages communicationnels. Notre cerveau ne réagit pas passivement aux stimuli émotionnels. Il construit activement nos expériences émotionnelles basées sur des prédictions issues de notre histoire personnelle. Quand tu entres dans une interaction communicationnelle, ton cerveau fait constamment des prédictions sur ce qui va se passer basées sur tes expériences passées similaires. Si tu as un historique de rejet, ton cerveau prédit le rejet avant même qu'il se produise. Si tu as été souvent critiqué, ton cerveau interprète même des feedbacks neutres comme des attaques. Ces prédictions façonnent non seulement ce que tu ressens, mais aussi ce que tu perçois. Tu ne vois littéralement pas ce qui est réellement là. Tu vois ce que ton cerveau s'attend à voir, basé sur tes patterns traumatiques passés. C'est pourquoi deux personnes peuvent vivre la même interaction de manière radicalement différente. Leurs cerveaux construisent des réalités émotionnelles différentes basées sur des historiques de prédictions différents. Et sans une conscience profonde de ces processus prédictifs, sans la capacité de mettre en pause ta réactivité automatique et de vérifier si ta prédiction correspond à la réalité présente, tu restes prisonnier de patterns communicationnels répétitifs qui reproduisent constamment tes traumas passés. Jung dirait que c'est la compulsion de répétition, cette tendance inconsciente à recréer encore et encore les mêmes dynamiques douloureuses parce que les complexes non résolus cherchent compulsivement des occasions de s'exprimer et peut-être, à travers cette expression, de trouver finalement résolution et intégration. Mais voici quelque chose d'absolument crucial que Jung a découvert à travers son propre voyage d'individuation et sa pratique clinique. Ces obstacles, ces blocages, ces patterns défensifs ne sont pas des ennemis à détruire. Ils ont tous servi une fonction protectrice importante à un moment de ton développement. Tes projections t'ont protégé de reconnaître des aspects de toi-même que tu n'étais pas prêt à intégrer. Ta sombra s'est formée pour contenir des qualités qui n'étaient pas acceptables dans ton environnement familial ou culturel. Ton complexe d'infériorité a émergé comme une tentative de comprendre et de gérer des expériences douloureuses de dévalorisation ou de négligence. Tes réponses défensives neurologiques t'ont protégé de dangers réels ou perçus. Chacun de ces patterns a été adaptatif à un certain moment. Le problème n'est pas leur existence, c'est leur persistance rigide au-delà du contexte qui les a générés. Ils deviennent des prisons psychologiques qui limitent ta capacité de répondre de manière flexible et authentique aux situations présentes. Et la voie de la libération n'est pas de les combattre ou de les supprimer, c'est de les reconnaître avec compassion, de comprendre leur fonction protectrice originale, de les remercier pour le service qu'ils ont rendu, et progressivement de les intégrer dans une structure psychique plus large et plus flexible. Ce processus d'intégration est exactement ce que Jung appelait l'individuation. Ce n'est pas devenir parfait, ce n'est pas éliminer tous tes aspects problématiques, c'est devenir entier, c'est élargir ta conscience pour inclure et tenir ensemble tous les aspects contradictoires de ton être, c'est développer une capacité de self-observation et de self-regulation qui te permet de choisir consciemment comment répondre plutôt que de réagir automatiquement depuis tes patterns conditionnés. Richard Davidson a démontré que ce type de transformation est neuroplastique. Ton cerveau peut changer même à l'âge adulte, même après des décennies de patterns habituels. Mais ce changement requiert une pratique soutenue et intentionnelle. Ces recherches sur les méditants de longue durée montrent des modifications structurelles dans les régions cérébrales associées à l'attention, à la régulation émotionnelle et à la perspective taking. Ces pratiquants ont développé une capacité neurologique accrue de observer leurs propres processus mentaux sans s'identifier à eux, de réguler leurs états émotionnels sans les supprimer, de prendre la perspective de l'autre sans perdre leur propre centre.
C'est exactement le type de capacité que l'individuation jungienne vise à développer. Et maintenant, nous pouvons voir les corrélats neurologiques de cette transformation psychologique. Daniel Siegel parle d'intégration neuronale, cette capacité du cerveau à coordonner harmonieusement ses différentes régions et systèmes. Un cerveau bien intégré peut accéder fluidement à ses capacités rationnelles, émotionnelles, intuitives, somatiques, selon ce que la situation requiert. Il n'est pas rigidement fixé dans un mode de fonctionnement. Il peut être analytique quand c'est approprié, émotionnellement expressif quand c'est nécessaire, contemplativement silencieux quand c'est juste. Cette flexibilité intégrative est la signature neurologique d'une psyché individuated, et c'est cette intégration qui rend possible une communication vraiment authentique et transformatrice. Maintenant, nous touchons peut-être le cœur le plus profond de tout ce mystère de la communication persuasive authentique, parce que voici ce que Jung a finalement compris après toute une vie d'exploration de la psyché humaine. La communication la plus puissante, celle qui transforme vraiment les âmes, ne cherche jamais à convaincre. Elle ne cherche même pas à transmettre une vérité spécifique. Ce qu'elle fait, c'est éveiller dans l'autre sa propre capacité de voir, de ressentir, de comprendre profondément. C'est la différence fondamentale entre l'enseignement dogmatique et l'initiation existentielle. L'enseignement dogmatique dit « voilà la vérité, accepte-la ». Crois-la, vis selon elle. L'initiation existentielle dit « voilà une possibilité, explore-la, teste-la dans ton expérience, découvre ta propre vérité à travers ce processus ». Les grands transformateurs de l'histoire, ceux dont l'influence a survécu à travers les siècles et les cultures, ont presque tous été des initiateurs, plutôt que des enseignants dogmatiques. Socrate ne donnait jamais de réponse. Il posait des questions qui forçaient ses interlocuteurs à examiner leurs propres présuppositions. Bouddha encourageait explicitement ses disciples à ne pas croire ses enseignements simplement parce qu'il les avait prononcés, mais à les tester dans leur propre expérience. Jésus enseignait en paraboles qui laissaient l'interprétation ouverte, forçant l'auditeur à s'engager activement dans la construction du sens. Les maîtres zen créaient des situations impossibles, des koans sans solution rationnelle, qui fracturaient les patterns habituels de pensée et ouvraient l'espace pour une compréhension directe et non conceptuelle. Toutes ces approches partagent une reconnaissance profonde que la vraie transformation ne peut jamais être imposée de l'extérieur. Elle doit émerger de l'intérieur de la psyché de l'individu. Et le rôle du communicateur authentique n'est pas de remplir la conscience de l'autre avec son propre contenu, mais de créer les conditions où la conscience de l'autre peut s'épanouir selon sa propre nature unique. Viktor Frankl exprimait cela magnifiquement, en disant que le sens ne peut pas être donné, il doit être trouvé. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un que sa vie a un sens. Tu peux seulement créer un espace à travers ta propre présence intégrée et ton questionnement existentiel, où il peut découvrir son propre sens. Et cette découverte personnelle est infiniment plus puissante que n'importe quelle vérité transmise de l'extérieur, parce qu'elle est enracinée dans l'expérience directe, dans l'insight authentique, dans la révélation intérieure. Elle ne peut pas être oubliée ou abandonnée facilement parce qu'elle est devenue partie intégrante de la structure de signification de la personne. C'est cette qualité de transformation profonde et durable que la communication authentique vise, pas le changement superficiel et temporaire que la persuasion manipulatrice peut parfois produire. Camus parlait de la même vérité dans le contexte de sa philosophie de l'absurde. Il ne cherchait pas à convaincre ses lecteurs d'accepter l'absurdité de l'existence. Il créait des personnages, des situations, des analyses qui forçaient le lecteur à confronter lui-même cette absurdité. Et dans cette confrontation directe, chaque lecteur devait trouver sa propre réponse, sa propre manière de vivre authentiquement face à l'absurde. Camus ne donnait pas de solution, il clarifiait le problème avec une telle acuité que les lecteurs ne pouvaient plus l'ignorer et devaient trouver leur propre chemin. Les stoïciens pratiquaient quelque chose de similaire.
Marc Aurèle n'a jamais écrit ses méditations pour publication. C'étaient des notes personnelles, des exercices spirituels qu'il se prescrivait à lui-même pour cultiver la vertu stoïcienne face aux défis extraordinaires de gouverner l'Empire romain. Et pourtant, ses écrits intimes sont devenus l'un des textes philosophiques les plus influents de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'ils ne prêchent pas, ils ne moralisent pas, ils ne font pas la leçon. Ils montrent simplement un être humain luttant honnêtement avec les grandes questions existentielles, appliquant les principes stoïciens à sa propre vie avec humilité et introspection constante. Les lecteurs sont transformés non parce que Marc Aurèle leur dit comment vivre, mais parce qu'ils assistent à quelqu'un vivant avec intégrité philosophique face à des circonstances incroyablement difficiles. Cette démonstration existentielle est infiniment plus persuasive que n'importe quel argument philosophique abstrait. Sénèque faisait explicitement de cette approche le cœur de son enseignement philosophique. Dans ses lettres à Lucilius, il ne se positionne jamais comme un sage parfait transmettant la sagesse à un élève ignorant. Il se présente comme un fellow traveler sur le chemin philosophique, quelqu'un qui lutte avec les mêmes défis, qui échoue souvent, qui continue néanmoins à s'efforcer vers la vertu. Cette humilité authentique, cette reconnaissance de sa propre imperfection, crée paradoxalement une autorité morale beaucoup plus profonde que n'importe quelle posture de perfection aurait pu établir, parce que Lucilius et tous les lecteurs après lui pouvaient s'identifier à Sénèque. Ils voyaient en lui non pas un idéal inaccessible, mais un être humain authentique, engagé dans le même voyage qu'eux. C'est exactement ce que Jung faisait dans sa pratique thérapeutique et dans ses écrits. Il ne se présentait jamais comme quelqu'un qui avait toutes les réponses. Il partageait ouvertement ses propres luttes, ses propres doutes, ses propres confrontations avec son inconscient. Sa fameuse confrontation avec son propre inconscient, documentée dans le livre rouge, montre un homme plongeant courageusement dans les profondeurs terrifiantes de sa propre psyché, ne sachant pas ce qu'il y trouverait, risquant littéralement sa santé mentale dans cette exploration. Cette vulnérabilité authentique, ce courage existentiel, inspirait ses patients et ses lecteurs non pas à l'imiter superficiellement, mais à trouver leur propre courage pour entreprendre leur propre voyage d'individuation. Il ne disait jamais « voici le chemin que tu dois suivre ». Il disait « voilà le chemin que j'ai suivi, voilà ce que j'ai découvert. Maintenant, tu dois trouver ton propre chemin qui sera nécessairement différent du mien parce que ton psyché est unique ». Cette reconnaissance de l'unicité irréductible de chaque psyché est peut-être la contribution la plus profonde de Jung à notre compréhension de la communication transformatrice. Il n'y a pas de formule universelle, pas de technique qui fonctionne pour tout le monde, pas de vérité unique qui libère toutes les âmes. Chaque individu doit trouver sa propre vérité à travers son propre processus d'individuation. Et le rôle du communicateur authentique est d'honorer cette unicité, de ne jamais essayer de forcer l'autre dans un moule préconçu, mais de faciliter l'émergence de sa propre forme unique. Boris Cyrulnik ajoute quelque chose de précieux ici avec son concept de résilience. Il a observé que les individus qui survivent et même prospèrent après des traumas terribles ne sont pas nécessairement ceux qui ont eu les meilleures techniques de coping ou le plus de ressources externes. Ce sont souvent ceux qui ont rencontré, à un moment crucial, une personne qui a cru en leur potentiel, qui a vu en eux quelque chose de précieux que le trauma avait obscurci. Cette personne n'a pas besoin de faire quoi que ce soit de spectaculaire. Sa simple présence, sa foi en la capacité de l'autre de se transformer et de guérir, crée un champ de possibilités où la résilience peut s'épanouir. C'est un exemple parfait de communication transformatrice qui transcende complètement les mots. Le message le plus profond transmis n'est pas verbal, c'est la croyance incarnée dans le potentiel humain de transformation. Et cette croyance, quand elle est authentique et enracinée dans l'intégrité psychologique du témoin, a le pouvoir d'éveiller la force latente dans la psyché traumatisée. Matthew Lieberman expliquerait cela neurologiquement en termes de la manière dont notre cerveau social internalise les croyances que les autres significatifs ont sur nous.
Nous construisons littéralement notre sens de soi à travers le miroir de la façon dont nous sommes vus et traités par les autres, surtout par ceux que nous respectons ou aimons. Quand quelqu'un d'intégré te voit avec respect, avec reconnaissance de ton potentiel, avec foi en ta capacité de te transformer, son regard devient un miroir dans lequel tu peux commencer à te voir différemment. Et ce nouveau regard sur toi-même peut être le catalyseur d'une transformation profonde. Maintenant, nous arrivons au paradoxe final, et peut-être le plus profond de toute cette exploration de la communication persuasive authentique. Le paradoxe est celui-ci. Plus tu lâches le besoin de convaincre, plus tu deviens naturellement persuasif. Plus tu abandonnes l'agenda de changer l'autre selon tes propres idées de ce qu'il devrait être, plus ta présence facilite naturellement sa transformation selon sa propre nature authentique. Plus tu acceptes que tu ne peux pas vraiment contrôler comment l'autre reçoit ton message, plus ton message acquiert une pureté et une puissance qui touchent profondément. C'est le paradoxe du détachement que les traditions orientales ont toujours enseigné et que Jung a redécouvert dans le contexte de la psychologie profonde occidentale. Quand ton ego n'est plus investi dans le résultat, quand tu peux offrir ta vérité sans attachement à ce que l'autre en fait, alors ta communication devient un véritable don plutôt qu'une transaction implicite. Tu ne dis plus ces vérités pour prouver ta valeur, pour gagner l'approbation, pour dominer intellectuellement, pour manipuler subtilement. Tu les partages simplement parce que tu les vois clairement et que partager ce que tu vois fait partie de ton intégrité existentielle. Et cette pureté d'intention, cette absence de manipulation subtile, l'inconscient de l'autre la reconnaît immédiatement. Ses défenses naturelles se relâchent parce qu'il ne sent aucune menace, aucun agenda caché, aucune tentative de le contrôler. Et dans cet espace de sécurité psychologique, il devient naturellement plus ouvert, plus réceptif, plus capable d'intégrer de nouvelles perspectives. Les maîtres zen incarnent ce paradoxe magnifiquement. Ils ne se soucient apparemment pas du tout de savoir si l'étudiant comprend ou non. Ils donnent leur enseignement avec une complète équanimité face à la réception. Si l'étudiant est prêt, il comprendra. S'il n'est pas prêt, aucune quantité d'explications supplémentaires ne l'aidera. Cette attitude de détachement n'est pas de l'indifférence, c'est une reconnaissance profonde de l'autonomie fondamentale de chaque conscience. Personne ne peut forcer l'éveil dans une autre psyché. L'éveil doit émerger de l'intérieur selon son propre timing mystérieux. Et ironiquement, c'est précisément ce détachement, ce refus de forcer ou de manipuler, qui crée les conditions optimales pour que l'éveil se produise. Frankl arrivait à la même conclusion à travers un chemin complètement différent. Il observait que ses patients qui étaient obsédés par la recherche du bonheur ne le trouvaient jamais. Plus ils le poursuivaient directement, plus il leur échappait. Mais quand il cessait de le chercher et se concentrait plutôt sur la réalisation de valeurs authentiques, sur le service de cause qui les transcendait, sur l'accomplissement de responsabilités qui leur donnaient un sens, le bonheur émergeait spontanément comme un effet secondaire. Il appelait cela l'intention paradoxale. Tu obtiens ce que tu cherches précisément en cessant de le chercher directement et en te concentrant plutôt sur quelque chose de plus grand que toi. Ce principe s'applique parfaitement à la communication persuasive. Tu deviens véritablement persuasif, précisément quand tu cesses de chercher à persuader et que tu te concentres plutôt sur l'expression authentique de ta vérité intégrée et sur la création d'un espace où la conscience de l'autre peut s'épanouir librement. Il y a une liberté extraordinaire dans cette réalisation, parce qu'elle signifie que tu n'as plus besoin de porter le fardeau épuisant de convaincre tout le monde, de changer toutes les opinions erronées que tu rencontres, de corriger toutes les incompréhensions que tu observes. Tu peux simplement être, parler depuis ton intégrité, offrir ce que tu vois clairement et laisser aller complètement le résultat. Si ton message résonne, magnifique. S'il ne résonne pas, c'est parfaitement acceptable aussi. Peut-être que la personne n'est pas prête. Peut-être que ton expression n'était pas assez claire. Peut-être que ta vérité n'est simplement pas la vérité dont cette personne particulière a besoin en ce moment.
Et tout cela est profondément acceptable quand tu n'es plus identifié à ton ego qui a besoin d'avoir raison, d'être admiré, de contrôler les perceptions des autres. Cette libération de l'attachement au résultat ne signifie pas que tu deviens passif ou indifférent. Au contraire, elle te permet d'être encore plus engagé, encore plus présent, encore plus authentique dans ta communication, parce que tu n'es plus paralysé par la peur du rejet ou par le besoin de performance. Tu peux prendre des risques communicationnels, exprimer des vérités difficiles, challenger des idées confortables parce que ton bien-être psychologique ne dépend plus de l'approbation de l'autre. Cette autonomie existentielle, enracinée dans une psyché suffisamment individuated pour ne plus avoir besoin de validation externe constante, est peut-être la fondation ultime de toute communication vraiment puissante et transformatrice. Si cette réflexion a touché quelque chose en toi, partage-la avec quelqu'un qui cherche à comprendre sa propre profondeur communicationnelle. Quelle phrase t'a le plus marqué dans ce voyage à travers la psychologie de la communication authentique? Et si tu veux continuer ce voyage intérieur ensemble, si tu sens que cette exploration de l'intégration psychologique résonne avec ta propre quête d'authenticité, rejoins notre communauté de membres où nous approfondissons ces thèmes chaque jour. Parce que voilà la vérité finale et la plus libératrice de toute cette exploration. La communication persuasive, authentique, n'est pas une technique que tu apprends, c'est une qualité d'être que tu deviens. Elle émerge naturellement, spontanément, inévitablement, d'une psyché qui a fait le travail d'individuation, qui a intégré sa sombra, qui a résolu ses complexes majeurs, qui a aligné son ego avec son self profond. Tu ne peux pas faire semblant. Tu ne peux pas la simuler avec des techniques superficielles. Tu dois devenir la chose elle-même. Et ce devenir est le travail d'une vie, un processus continu de confrontation honnête avec toi-même, d'intégration progressive de tout ce que tu es, de transformation constante qui ne s'arrête jamais vraiment. Jung le savait. Il a passé toute sa vie dans ce processus d'individuation et il n'a jamais prétendu l'avoir complété. Même à 80 ans, il continuait d'explorer sa psyché, de rencontrer de nouveaux aspects de son inconscient, de s'efforcer vers une intégration toujours plus profonde. Et c'est précisément cette humilité, cette reconnaissance qu'il était toujours en chemin plutôt qu'arrivé à destination, qui lui donnait une autorité authentique et une capacité de faciliter la transformation chez les autres. Parce qu'il ne se positionnait jamais au-dessus, il marchait à côté, un fellow traveler, sur ce voyage infini d'autodécouverte et de transformation psychologique. C'est cette posture, cette qualité d'être que tu peux cultiver dans ta propre vie, non pas en cherchant à maîtriser des techniques de communication, mais en t'engageant profondément dans ton propre processus d'individuation. En faisant le travail difficile et souvent douloureux de reconnaître tes projections, d'intégrer ta sombra, de résoudre tes complexes, de réguler ton système nerveux, de développer une conscience témoin qui peut observer tes processus psychiques sans s'identifier à eux. C'est ce travail intérieur, invisible aux autres, mais transformant tout depuis l'intérieur, qui finalement te rendra capable de communiquer d'une manière qui touche vraiment les âmes, qui catalyse authentiquement la transformation, qui laisse une empreinte durable dans la conscience collective, non pas parce que tu as appris à persuader, mais parce que tu es devenu intégré. Et cette intégrité rayonne naturellement, attirant les autres vers leurs propres possibilités d'intégration, créant des ondes de transformation qui s'étendent bien au-delà de ce que tu pourras jamais consciemment percevoir ou mesurer. C'est le secret ultime de la communication persuasive que Jung a découvert. Elle n'est pas dans les mots, elle est dans l'être. Elle n'est pas dans la technique, elle est dans la transformation. Elle n'est pas quelque chose que tu fais, elle est quelque chose que tu deviens. Et ce devenir, cet engagement dans le voyage d'individuation, c'est peut-être la contribution la plus profonde que tu puisses offrir au monde. Parce qu'en devenant plus intégré, plus authentique, plus pleinement toi-même, tu crées naturellement un champ de possibilités où d'autres peuvent commencer leur propre voyage vers leur propre intégrité. Et c'est ainsi que le monde se transforme.
non pas à travers des arguments brillants ou des techniques persuasives, mais à travers des individus qui ont le courage de faire le travail d'intégration psychologique profonde et qui, par leur simple existence intégrée, deviennent des phares pour les autres qui naviguent encore dans l'obscurité. Assieds-toi avec cette vérité. Laisse-la résonner dans les profondeurs de ta psyché. Et demande-toi honnêtement, suis-je prêt à entreprendre ce voyage? Suis-je disposé à lâcher mes défenses, à confronter ma sombra, à permettre que l'inconnu de qui je pourrais devenir émerge à travers le travail patient et souvent difficile de l'individuation? Parce que c'est dans cette disposition, dans ce oui existentiel au processus de transformation, que commence le véritable voyage vers une communication qui ne cherche plus à convaincre, mais qui éveille naturellement, qui ne force plus, mais qui invite gracieusement, qui ne manipule plus, mais qui libère authentiquement. C'est le don que Jung nous a offert. Pas une technique, mais une vision de ce que les êtres humains peuvent devenir quand ils ont le courage de devenir pleinement eux-mêmes.